Le poids est donc ce trait physique le plus susceptible de devenir une source d'intimidation. On a tendance à percevoir le poids comme une chose qu'on peut contrôler. Or, si une personne est grosse, ce n'est pas « pauvre toi », mais plutôt « qu'est-ce que tu fais pour être aussi gros ou aussi grosse ». Ce qui semble se profiler de par les contacts qu'on a eus avec différentes écoles, c'est que possiblement que, en fond, le poids serait une caractéristique personnelle pour laquelle on est plus intolérant de façon générale, je dirais, comme société finalement. Alors, c'est comme si ça justifie d'une certaine façon le fait qu'on laisse ce type d'intimidation se produire. Annie Aimé, de l'Université du Québec en Outaouais, vient de compléter avec son équipe une recherche importante qui établit un lien direct entre le problème de surpoids chez les jeunes et les incidents d'intimidation. C'est à ça que ça ressemble dans la cour d'école, c'est-à-dire que si le jeune est en surpoids, ben c'est sans doute de sa faute, ce qui est pas vrai, ce qui est pas le cas, mais ce qui est quand même cru, je dirais. Ça ajoute une détresse psychologique. En fait, dans la loi 56, on mentionne les caractéristiques physiques. Donc, j'en déduis que les caractéristiques physiques incluent le poids et le surpoids. Par contre, on le mentionne pas spécifiquement. Alors, je dirais que l'étude actuelle qui a été conduite avec l'Association pour la santé publique du Québec visait à mettre un peu plus en relief le fait que c'est une préoccupation vraiment bien présente dans les cours d'école au secondaire et qu'on devrait donc regarder ça de plus près puis peut-être même songer à l'inclure précisément comme on le fait avec la déficience intellectuelle ou les problèmes physiques ou d'autres types de caractéristiques en lien avec l'intimidation. Vous êtes peut-être déjà passé par là. Les conséquences de l'intimidation par rapport au poids peuvent être graves. Baisse de l'estime de soi, isolement, dépression, anxiété et troubles alimentaires notamment. Or, à consulter les statistiques nouvelles concernant la croissance du nombre d'enfants obèses au Canada, les victimes potentielles apparaissent de plus en plus nombreuses. Les enfants canadiens sont parmi les moins en forme au monde, selon un tout récent rapport de Participation mené dans 38 pays. Le rapport relève notamment le manque d'activité physique et le comportement sédentaire de notre jeunesse canadienne. Les enfants n'ont pas oublié comment jouer. Un enfant saura toujours comment jouer. C'est peut-être plus au niveau du rôle de l'adulte qui a évolué dernièrement, où l'adulte veut toujours occuper ses enfants. Il faut toujours que lui ait un intérêt pour le jeu de l'enfant, qui dirige un petit peu l'entièreté de la vie de l'enfant. Et n'est pas à l'aise en fait avec le fait que l'enfant joue tout seul et puisse jouer un petit peu à ce qu'il veut. Mathieu Point est professeur au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières, une ville située entre Montréal et Québec. C'est vraiment quand c'est l'adulte qui initie le jeu pour l'enfant, qui prépare une activité, c'est lui qui est en charge un petit peu et l'enfant ne fait que suivre les instructions de l'adulte. Quand on parle de jeu libre, c'est un petit peu ce que certains auteurs considèrent comme le vrai jeu, entre guillemets. Le jeu où l'enfant décide par lui-même à quoi il va jouer, avec quoi il va jouer, où il va jouer et avec qui il va jouer. C'est lui qui est maître un petit peu de sa situation de jeu et plusieurs études démontrent que c'est lors du jeu libre que l'enfant est plus actif. Ce manque d'activité physique chez les jeunes, c'est directement lié avec un manque de jeu libre un petit peu. Actuellement, les enfants sont très structurés dans leurs activités. Actuellement, on est dans une société qui est vraiment poussée vers la performance, vers l'excellence, etc. Donc les parents ont tendance à vouloir à tout prix que leur enfant sache lire, écrire dès le plus jeune âge. Mais quand on connaît un petit peu les phases de développement de l'enfant, on se rend compte que trop tôt, c'est pas forcément bon, que en bas âge, donc jusqu'à 5-6 ans, le jeu libre est vraiment favorable au développement de l'enfant plus que les activités structurées. Si la discrimination sur la base du poids semble être le premier facteur qui déclenche les attaques discriminatoires, l'orientation sexuelle serait l'autre grand corridor le plus fréquenté par les intimidateurs. La violence se déplace alors des cours de récréation à l'espace web. Près de la moitié des victimes seraient de jeunes hommes. Les cas de sextorsion sont en forte hausse au Canada depuis 2003-2004. Il s'agit d'une méthode d'extorsion par laquelle un individu, en ligne sur les réseaux sociaux, enregistre secrètement une personne après l'avoir incité à se déshabiller ou à poser des gestes intimes devant une webcam. L'arnaqueur utilise ensuite ces images pour extorquer de l'argent à sa victime en la menaçant de diffuser la vidéo. C'est ce qu'ils nous disent. Une majorité ne veut pas en parler à un adulte ou à une autre personne de confiance.
Alors que suite aux 4-5 semaines d'utilisation, la grande majorité des jeunes ont dit avoir brisé le silence avec une personne de confiance, et la plupart du temps un adulte. La chercheuse Isabelle Ouellette-Morin et son équipe de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal ont développé une application mobile interactive qui permet aux jeunes victimes d'intimidation de comprendre ce qu'ils subissent et qui les outille pour réagir à ces agressions. On a fait un examen empirique initial auprès d'une 50aine de jeunes et dans un premier temps, on fait passer des questionnaires pour avoir une idée de de l'intensité, de la sévérité de l'intimidation dont ils vivent. Et ensuite, après 4-5 semaines d'utilisation plus fort, on a fait passer les mêmes questionnaires. Et le premier élément de réponse, c'est ils rapportent une diminution d'à peu près 50% des expériences d'intimidation suite à l'utilisation. Donc, l'idée, c'est d'avoir une vision plus juste, objective de ce qu'ils vivent pour les aider à cibler des priorités pour initier des stratégies pour pouvoir diminuer cette intimidation-là. Donc, l'application va les accompagner dans l'initiation de démarches pour pouvoir trouver les stratégies qui sont les plus utiles pour eux pour diminuer l'intimidation. Un reportage de Radio-Canada International.